Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous souhaitons la bienvenue à ces colloques organisés par l'Institut des Amériques avec la Fondation ELAC et l'Agence française du développement, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sur l'éducation, le numérique, la cohésion sociale et les politiques publiques, regard, échange, Europe, Amérique latine et Caraïbes. Pour commencer, nous allons voir et entendre un court message d'Yves Saint-Jour, président de l'Institut des Amériques, qui, pour des raisons familiales, n'a pas pu être présent ce matin avec nous, mais qui le sera plus tard. Et avec lui, donc, nous commençons cette séance d'inauguration du colloque. Bonjour à tous. Je suis très heureux, en tant que président de l'Institut des Amériques, d'ouvrir ce colloque annuel qui nous réunit durant la semaine de l'Amérique latine grâce à notre travail conjoint entre l'Institut des Amériques, la Fondation Europe, l'Amérique latine Caraïbes, la Fondation ELAC, l'Agence française de développement et bien entendu le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je les remercie très, très chaleureusement pour contribuer à ce colloque, contribuer au travail de l'Institut des Amériques et puis je les remercie aussi de participer à cette réflexion collective. Je n'oublie pas dans ces remerciements également Tecnet, le centre de Poitiers qui a fortement contribué également à cette aventure conjointe. Et naturellement, je remercie l'Institut des hautes études d'Amérique latine, IHEL, avec qui nous travaillons si agréablement, intimement et pour le bien de l'américanisme en France. Je ne peux pas être avec vous maintenant, je vous rejoindrai tout à l'heure lors du moment convivial de la pause méridienne et je vous prie de m'en excuser. Mais après tout, nous sommes déjà dans le numérique, dans l'immatériel qui va être l'essentiel de nos travaux, puisque c'est bien sur l'éducation numérique et ses rapports avec la cohésion sociale et les politiques publiques que nous allons travailler. Et nous allons travailler dans le sens qui est celui structurel de l'Institut des Amériques, le comparatisme, le transaméricanisme, les études transdisciplinaires. Et puis nous allons travailler aussi dans le sens qui est de l'Institut des Amériques, c'est-à-dire et de, bien sûr, de nos grands partenaires, et notamment la Fondation Europe, Amérique latine, Caraïbes, ELAC, qui est celui du lien entre l'Europe et l'Amérique latine Caraïbes. Et ce lien, il a été très fort pendant la pandémie de Covid. On a eu le sentiment que nos deux continents, ouverts vers l'extérieur, ouverts à toutes les circulations, étaient au fond en parallèle, victimes de la pandémie. Et qu'ils ont dû, l'un et l'autre, répondre à ce défi. Et dans ce défi, il y a eu bien entendu le défi de l'éducation, même si ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon dans chacun des pays, dans chacun des continents. Les établissements ont été fermés pendant quelque temps, ou longtemps, ou très longtemps. Et c'est vrai qu'on est passé à toute vitesse, sans préambule, si j'ose dire, vers le tout numérique, vers l'enseignement à distance systématique, et on a franchi des caps technologiques. Et au fond, on les a franchis, et on les a franchis, encore une fois, dans des systèmes universitaires et scientifiques qui peuvent être comparés, et on les a franchis aussi avec toujours, en ce qui nous concerne, cette perspective, cette question de la coopération, puisque nous-mêmes, Institut des Amériques, comme les partenaires, nous nous posons toujours la question de cette coopération scientifique et universitaire. Et nous avons essayé, au fond, de faire continuer les liens entre les deux régions
et nous allons essayer de réfléchir ensemble sur ces liens entre les deux régions en travaillant sur le futur, en se disant au fond comment, à partir de ce tout numérique, pour dire les choses de cette façon simple, eh bien, des questions qui sont celles habituelles de nos continents, la fracture numérique, les inégalités devant les capacités d'éducation, comment faire et si possible faire ensemble. Et nous allons nous poser les questions de la régulation, bien entendu, de la régulation de ces moyens, en se disant toujours que le numérique, c'était essentiel dès lors que ça n'était pas manipulé, dès lors que ça n'était pas trop marchandisé. Et il y a évidemment, là encore, des grands défis pour nos deux continents que nous devons étudier ensemble. Et c'est pourquoi le fait de se poser la question de la cohésion sociale, des politiques publiques, est aussi important. Et donc, au fond, ce à quoi nous sommes invités avec ces 4 ateliers qui vont se succéder, eh bien, c'est à cette réflexion, mais une réflexion active, une réflexion qui doit nous permettre d'approfondir nos liens, de construire des coopérations scientifiques nouvelles, de construire éventuellement des outils nouveaux pour l'enseignement, l'éducation à distance et des outils nouveaux de coopération universitaire. Et pour cela, eh bien, le colloque a lieu. Je remercie infiniment, bien sûr, Jean-François Pacté, qui représente le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Ernesto Gégère, qui représente la Fondation EULAC, et Marie-Pierre Bourget, qui représente l'Agence française de développement. Je les remercie infiniment d'être aujourd'hui parmi nous. Et vraiment, c'est ce partenariat pour des solutions et pour une réflexion, bien sûr, que nous voulons consolider. Et puis, je remercie infiniment aussi Émilie Raymond et Carlos Kenan, qui sont les coordonnateurs de ce projet, qui ont monté ces ateliers, qui ont attiré vers ces thématiques les représentants des deux continents, spécialistes et universitaires. Et bien entendu, je souhaite que tout se passe bien. Mais je ne peux pas finir sans remercier le Sénat qui, comme traditionnellement, pendant la semaine de l'Amérique latine, nous ouvre ses portes pour être l'hôte de ces événements et notamment de ce colloque. Je le remercie infiniment. Et c'est sur ces mots que je souhaite dire que, eh bien justement, dans un cadre démocratique, dans le cadre de la représentation de la société, c'est bien le lieu éminent, c'est bien un lieu éminent pour participer tous à cette réflexion. Je vous souhaite un très bon colloque. Bien, merci donc à Yves Saint-Jour pour cette introduction à l'inauguration du colloque. Et sans plus tarder, je vais passer donc la parole à Jean-François Pacté, directeur adjoint à la direction de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du réseau au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Yves Saint-Jour, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues qui participaient à ce panel, Madame la directrice, Monsieur le coordinateur, Monsieur le directeur, chers partenaires d'Amérique latine, d'Europe et puis de France. Je voudrais exprimer tout simplement notre satisfaction collective de pouvoir nous réunir et de pouvoir être parmi vous dans ce palais du Luxembourg après 2 années sans justement pouvoir nous réunir. Et je voudrais vraiment remercier l'Institut des Amériques d'avoir organisé cet événement en partenariat avec la Fondation EULAC, avec l'Agence française de développement. Et puis je voudrais me joindre à Yves Saint-Jour pour remercier le Sénat pour son accueil dans ce lieu qui est toujours extrêmement prestigieux.
Je voudrais vous remercier de m'avoir invité au nom du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de la direction de la culture que je représente ici pour participer à ce colloque consacré cette année aux enjeux de l'éducation et de la transition numérique. Parce que dire que ce choix est, je crois, particulièrement bien choisi puisqu'il a une résonance évidemment particulière avec l'extraordinaire effet d'accélération que la crise sanitaire a eu sur cet enjeu de la transformation numérique, la crise sanitaire a un petit peu imposé le numérique dans nos vies, d'ailleurs à la fois personnelles et professionnelles, et l'action diplomatique publique de nos pays en a également été bouleversée. Je reviens, j'étais il y a 15 jours à Buenos Aires pour la première réunion, là encore depuis la crise, de nos ambassadeurs dans la région Amérique, que nous avons tous réunis à Buenos Aires pour un séminaire régional. C'était la première fois depuis 2 ans et là encore, nous avons pu, sur tous les champs de l'action diplomatique, mesurer jusqu'à quel point effectivement cette crise sanitaire et la transformation dans les méthodes, dans les moyens d'action qu'elle a entraîné à transformer notre action diplomatique. Et à cet égard, et j'essaie de réunir ici les 4 termes de l'équation qui nous réunissent aujourd'hui, éducation, numérique, cohésion sociale et puis politique publique. Le numérique est évidemment apparu à la fois comme une fatalité et puis comme une chance. Si notre réseau culturel et éducatif, le réseau d'enseignement français à l'étranger, a réussi à résister à cette crise du Covid, notamment en Amérique latine, c'est notamment grâce au numérique. Et le numérique a permis d'assurer la continuité éducative, de garder le lien avec l'école, avec l'université, avec les centres de recherche, avec cependant également, et nous aurons l'occasion d'en reparler, toutes les limites que nous connaissons bien en termes d'échanges humains, en termes de déperdition d'informations et toutes les difficultés aussi que suscite ce passage au numérique. Et cela nous fait d'autant plus apprécier aujourd'hui la reprise des mobilités d'étudiants, d'enseignants, de chercheurs entre la France et l'Amérique latine. Et je pense en particulier à nos grands programmes scientifiques régionaux, au programme Préfalc, au programme ECOS, au programme d'échange FITech avec les écoles d'ingénieurs. Nous avons toute une série de programmes qui peuvent aujourd'hui reprendre et nous voyons en même temps toute l'utilité et tout l'avantage qu'elles ont. Mais en même temps, je ne voudrais pas, au seuil de ce colloque, lier exclusivement le numérique et aborder exclusivement le numérique et la transformation numérique à travers cette crise Covid et au seul prisme de cette crise Covid. Parce que je crois que la transformation numérique et le programme justement qui est extrêmement riche de ces 2 jours de colloque nous le rappelle, est une question beaucoup plus structurelle qui renvoie à des choix sociétaux et à des choix politiques. Il s'agit pour les citoyens, pour les décideurs publics, de comprendre les tenants et les aboutissants de cette transformation numérique, de comprendre ce qu'elle signifie en termes justement de transformation, non seulement des modalités, mais du centre, du cœur de notre action, et puis également de s'assurer que nous gardons la maîtrise de cette évolution. Et c'est d'autant plus essentiel que nous savons, et le ministère des Affaires étrangères le sait, si je puis me permettre particulièrement, que le numérique est aussi un espace d'influence pour des acteurs qui parfois ne partagent pas nos valeurs démocratiques et notre attachement à donner à la jeunesse les moyens de penser par elle-même. Alors, je ne voudrais pas être trop long peut-être. Je voudrais citer quelques-uns des programmes justement que nous avons mis en place et que je pense qu'ils pourront être évoqués dans les 2 jours de notre réunion et qui peuvent servir justement à donner quelques retours d'expérience, quelques points d'ancrage pour justement évaluer et définir cette dimension, si je puis dire, profondément transformative justement de la transformation numérique. La France se mobilise, par exemple, à travers le programme de recherche en sciences de l'information, STIC AMSUD, à l'échelle du continent latino-américain. C'est un programme qui a été créé avec 10 pays d'Amérique latine en 2005 et qui est destiné justement à faire avancer ce chantier d'une éducation numérique inclusive, de qualité, ouverte sur le monde. Je voudrais citer également comme programme intéressant, dont je pense que nous avons des retours d'expérience à tirer au cours de notre échange aujourd'hui et demain, notre coopération avec l'Uruguay qui s'inscrit dans le plan gouvernemental Ceibal lancé en 2007 afin de favoriser la distribution d'ordinateurs portables aux enseignants et aux élèves du primaire. Et le président du plan Ceibal vous en parlera plus longuement lors de la table ronde digitalisation et pratiques inclusives qui aura lieu demain.
Et puis je voudrais citer aussi notre coopération avec le Mexique à travers la mise en œuvre d'un programme de cycle de conférences à distance pour les enseignants, pour les étudiants, pour les directeurs des écoles normales du pays, avec les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'enseignement, les INSPE, et puis pour favoriser l'enseignement du français. Voilà des exemples de programmes que nous avons mis en place et dont nous attendons vraiment des retours d'expérience pour orienter, encore une fois, au-delà de la crise, l'approche en matière de transformation numérique qui est devant nous aujourd'hui. Et pour finir, je ne vais pas être exhaustif et ce que je cite est extrêmement partiel, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je voudrais également citer le campus universitaire connecté que nous avons ouvert à l'Alliance française de Puebla, là encore au Mexique, afin de préparer les étudiants en mobilité en France et en Europe, et puis afin de permettre des échanges de bonnes pratiques en matière de tutorat universitaire. Tout cela, c'est destiné, encore une fois, ce sont des essais, ce sont des expériences qui sont destinées justement à nourrir cette transformation numérique et j'espère qu'elles pourront aussi nourrir aussi nos échanges d'aujourd'hui. Ce ne sont évidemment que quelques-uns des aspects de la coopération en matière d'éducation numérique qui ont été développés entre l'Europe et puis la zone Amérique latine, Caraïbes. Et vraiment, j'attends beaucoup de ce colloque pour justement guider notre réflexion et notre action dans ce domaine. Avant de conclure et avant de terminer, peut-être en élargissant un petit peu mon propos, je voudrais aussi, puisque l'on parle du numérique, avoir une pensée pour une autre région du monde et évoquer l'Ukraine et particulièrement la jeunesse, les écoles et les universités de l'Ukraine qui sont aujourd'hui frappées directement et pour lesquelles le numérique, là encore, revêt une part centrale dans leur effort justement pour surmonter et pour répondre à la situation actuelle. Et je voudrais redire très simplement notre solidarité et notre mobilisation pour aider nos partenaires ukrainiens aux côtés de nos autres partenaires internationaux et puis de l'ensemble de la communauté académique française. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite des échanges très fructueux et très stimulants au cours de ces 2 journées de travail. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention très, très complète finalement pour présenter quelques-uns des grands développements en matière de coopération dans la période récente, mais qui prennent de racines aussi dans les évolutions préalables. Je voudrais maintenant passer la parole à Ernesto Jäger, ou Jäger, ça dépend de comment on prononce selon la langue, et qui est coordinateur des programmes pour le développement durable et les enjeux économiques à la Fondation Europe, Amérique latine et Caraïbes, ELAC. Bonjour a todos. Eu vou falar espanhol. Estimados Yves Sanjour, presidente do Instituto das Américas, Marie-Pierre Bouzat, diretora da agência francesa, do Departamento de América Latina da Agência Francesa de Desenvolvimento, Jean-François Pacté, do Ministério de Assuntos Exteriores, Emily Ramon e Carlos Kenan, coordenadores científicos deste colóquio, distinguidos miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y participantes expertos académicos y representantes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Es un placer regresar a París después de casi 2 años y un honor poder coorganizar el coloquio con uno de nuestros socios estratégicos de la Fundación EULAC, que es el Instituto des Amériques, aquí en Palacio de Luxemburgo. Quisiera empezar mencionando que la presidenta de la Fundación, Leire Pahin, y su director ejecutivo, Adrián Bonilla, no pueden estar aquí debido a otros compromisos institucionales, pero estarán al tanto de los resultados de este coloquio y les envían un saludos y que tengamos una jornada de debates muy productiva. A cada año la Fundación colabora con el IDA, con la AFD y con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europa de Francia en la organización de este coloquio en el contexto de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia. De hecho, la Fundación, esta fecha casi que se confunde con la propia existencia de la Fundación, ¿no? De hecho, la Fundación apoya este coloquio desde su inicio hace más de 10 años. Y el coloquio siempre está dedicado a un tema de importancia para la asociación entre Unión Europea, América Latina y el Caribe, para presentar y debatir resultados de análisis recientes y participar en la formulación y recomendación de políticas públicas. El coloquio de este año tiene un significado muy especial, por volver a celebrarse en persona, después de casi 2 años en formato virtual a causa de la pandemia, pero sobre todo por el hecho de que estamos hablando de ese tema que muy... de mucha relevancia y que fue muy, digamos, destacado durante la pandemia, que es el proceso de transformación digital.
La situación actual provocada por la pandemia de COVID-19 plantea un nuevo y complejo escenario global caracterizado por el colapso económico y social de nuestras sociedades sin precedentes, con una magnitud muy grande, y por la ampliación de las desigualdades existentes en términos de renta, género, educación, acceso a bienes y servicios y la mayoría de los elementos que conforman una sociedad democrática. Este escenario pandémico ha acelerado un cambio hacia la transformación digital en múltiples sectores. La impresionante adopción de las tecnologías digitales en el comercio, la educación y la sanidad puede haber cambiado definitivamente el comportamiento del público, desde las compras en línea hasta la educación a distancia y la telemedicina. La pandemia también, sin embargo, su alcance y uso siguen siendo condicionados por factores estructurales y socioeconómicos. Aunque tengamos este proceso acelerado por la pandemia, hay que tener mucho cuidado porque sigue siendo un desafío de cerrar las brechas digitales que existen en las dos regiones. O sea, el bienestar social no será posible a largo plazo sin que haya un acceso y un uso de tecnologías y servicios digitales en todos los ámbitos de la vida económica y social. El progreso tecnológico tiene el potencial de mejorar el bienestar y eliminar las barreras sociales, pero también puede profundizar estas desigualdades de ingresos, de género, de edad y territoriales. O sea, la digitalización solo beneficiará plenamente a nuestras sociedades, a los individuos y las economías, si las políticas distribuyen los beneficios entre todos los hogares, las empresas y las escuelas. La falta de acceso a las infraestructuras de comunicación y las competencias puede aumentar estas disparidades, produciendo ganadores y perdedores. La acción política debe ayudar a acelerar la transformación digital, garantizando la inclusión social. El uso temprano y adecuado de estas tecnologías digitales, junto con las oportunidades de aprendizaje, permanente para desarrollar habilidades para interactuar con ellas y aprovecharlas, es clave para aprovechar las oportunidades de la digitalización. A medida que los países amplían los servicios, las herramientas, las infraestructuras digitales, la educación desempeña un papel cada vez más fundamental a lo largo de todo el ciclo vital para garantizar las competencias básicas, técnicas y digitales de todos y evitar la perpetuación de las desigualdades socioeconómicas, sobre todo en el mercado laboral. Las nuevas tecnologías permiten el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas e innovadoras y posibilitan, por ejemplo, cursos personalizados, a distancia, la retroalimentación y además de fomentar el interés y el compromiso de los estudiantes a través de estas nuevas modalidades de aprendizaje, como por ejemplo la gamificación. La conectividad permite también a las escuelas acceder a nuevos recursos, contenidos y materiales de aprendizaje, y la transformación digital podría, por tanto, proporcionar un apoyo adicional para el desarrollo de competencias cognitivas y no cognitivas y digitales fundamentales, preparando entonces los estudiantes para vivir y tener éxito en el mundo digital y en el mercado de trabajo. Pero la cuestión ahora clave es cómo los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe pueden aprovechar estos cambios y crear incentivos para una mayor digitalización, mientras abordamos los déficits de acceso, uso y dominio de las nuevas tecnologías en los hogares, las escuelas y las empresas y lugares de trabajo. Dado que la digitalización crea tanto oportunidades como estos retos que he mencionado y que trascienden fronteras, la cooperación internacional es fundamental. La coordinación y las nuevas asociaciones entre los países de América Latina, Caribe y la Europa es clave para aprovechar al máximo la transformación digital a nivel local, nacional e internacional. La Unión Europea y América Latina y el Caribe comparten el interés por reforzar la cooperación digital como parte central de su agenda conjunta de recuperación sostenible post-pandémica, con una visión de futuro, tal y como se ha transmitido, por ejemplo, en las recientes reuniones de ministros de Relaciones Exteriores en Berlín en diciembre de 2020 y en diciembre de 2021 en la reunión entre los jefes de Estado de los principales bloques regionales de América Latina y el Caribe con la Unión Europea, donde se incluso ha avanzado sobre una posible alianza digital UE-LAC.
Esta cooperación digital o esta alianza tiene potencial de abarcar diversos ámbitos, como las infraestructuras digitales, la protección de datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las competencias digitales. Todos ellos son factores decisivos para el desarrollo económico y social. En particular, la Unión Europea ha hecho de la transición digital una piedra angular del futuro de Europa y de la relación del Team Europe con sus socios estratégicos. Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, también se han comprometido a definir políticas ambiciosas para acelerar la digitalización y la integración digital regional, tal y como se recoge en la Agenda Digital ILAC 2022, que está ahora sob responsabilidad de la CEPAL. En esta línea, la transformación digital es central en la Agenda Estratégica UE-LAC. Es necesario trabajar más para posibilitar esos dos objetivos simultáneos. En primer lugar, el fortalecimiento de la convergencia de las diversas iniciativas multi y bilaterales en curso entre ambas regiones, como algunas que se han mencionado aquí de Francia, por ejemplo. Y en segundo lugar, la creación de más colaboración y vínculos entre los actores públicos y privados para superar este desastroso escenario creado por la pandemia con vistas a sostener la transformación digital en ambos lados del Atlántico. A lo largo de esos 2 días, hoy y mañana en la Agencia Francesa de Desarrollo, tendremos la oportunidad de profundizar estos temas a través de las intervenciones de destacados académicos, así como de representantes de instituciones internacionales, gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado. Entonces invito a todo el público para intervenir en los espacios previstos para este debate, en ese coloquio, pues sus ideas y comentarios seguramente enriquecerán el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muito obrigado. On va donc continuer avec cette séance d'inauguration avec l'intervention de Marie-Pierre Bouzet, directrice du département Amérique latine à l'Agence française de développement. Monsieur le représentant de la Fondation Union européenne, Amérique latine et Caraïbes, monsieur le représentant du ministère des Affaires étrangères, mesdames et messieurs les organisateurs de ce colloque, Émilie, Carlos, chers participants, je suis très heureuse de participer à la séance d'ouverture et d'être parmi vous aujourd'hui. Je salue le fait que le colloque puisse reprendre sa place en présentiel et être l'un des événements phares de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la 6e fois que l'AFD est partenaire de ce colloque annuel, la 5e fois en tant que co-organisateur, et nous nous en réjouissons. Après avoir travaillé l'année dernière sur la question sanitaire et la gestion en temps de crise, contexte oblige, nous avons conjointement décidé de travailler cette année sur un thème tout aussi important pour l'avenir de nos sociétés, à savoir la question de l'éducation et de la cohésion sociale. Éducation numérique, cohésion sociale et politique publique, pourquoi ce choix ? La question de l'inclusion au sens large est en filigrane des travaux que nous allons mener pendant ces 2 journées. Au-delà des problématiques économiques, largement débattues par ailleurs, les 2 dernières années que nous venons de vivre ont également posé au centre des réflexions de nos sociétés la question sociale au sens large. La santé, l'éducation, la cohésion, le vivre ensemble accompagnent les mutations profondes de nos sociétés et sont au moins aussi importantes que l'économie et la croissance, qui ont souvent tendance à être considérées comme l'alpha et l'oméga du développement, et c'est une banquière qui vous le dit. Pour accompagner les évolutions rapides de notre monde, l'éducation et la formation tout au long de la vie ont joué un rôle clé. Elles permettent non seulement de réduire les inégalités et les vulnérabilités, mais aussi de stimuler les opportunités nécessaires à l'émancipation, la mobilité et l'insertion sociale, citoyenne et économique de toutes et de tous. Et il est aujourd'hui impossible de dissocier l'éducation de l'innovation technologique et en particulier du numérique, qui permet de concevoir de nouvelles solutions en matière d'apprentissage notamment, comme l'a très bien décrit mon voisin de droite. Le numérique induit de multiples impacts sociaux sur les modes de pensée, le rapport au temps, l'emploi et bien sûr l'éducation dont il nous faut prendre la pleine mesure. Car cette révolution numérique engendre également de nouvelles inégalités d'accès, des inégalités de maîtrise des usages et des techniques, des risques de cyber-vulnérabilité, de déficience des politiques publiques ou de faiblesse des écosystèmes d'innovation numérique. En Amérique latine, l'AFD a historiquement un mandat très axé sur la lutte contre le changement climatique, mais aussi sur la lutte contre toutes les formes d'inégalité.
La question de l'éducation et du numérique en font bien évidemment partie, même si ce dernier est un peu nouveau pour notre agence. L'épidémie de Covid a largement accéléré la demande de nos partenaires sur la question notamment de l'articulation entre les services numériques et les services de l'éducation ou de la santé. Mais les travaux à venir ici vont contribuer à affiner notre connaissance des enjeux. Notre experte Paola Cubillos vous présentera d'ailleurs demain comment des projets d'éducation au Mexique ou en Équateur se sont vus confrontés au passage au numérique. Et nous travaillons aussi, en partenariat avec l'OCDE ou la BID, sur des questions d'inclusion numérique. Nous espérons pouvoir financer plusieurs nouveaux projets dans un futur très proche, avec l'appui de l'Union européenne, comme souvent. Pour terminer, je dirais que pour décliner ces stratégies et nos financements, nous avons besoin de la réflexion de tous. Nous sommes convaincus, à l'AFD, d'avoir beaucoup à apprendre et à échanger sur nos expériences mutuelles avec nos partenaires latino-américains pour créer toujours plus de ponts de part et d'autre de l'Atlantique. Et ce colloque nous y aide un peu plus chaque année. C'est donc très modestement et avec gratitude que je tiens à remercier l'ensemble des participants pour partager avec nous leur expertise au cours de ces deux journées. Je remercie encore l'IDA pour l'organisation technique et logistique de ces travaux, ainsi que pour la préparation du programme qui s'annonce très intéressant. Je serai également particulièrement heureuse de vous accueillir demain après-midi à l'AFD pour la seconde journée du colloque. Et je vous souhaite plein de succès dans vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. On va donc, sans plus tarder, passer la parole donc à Émilie Remond, coordinatrice scientifique de ce colloque avec moi, chercheuse associée en sciences de l'information et de la communication et membre de l'unité de recherche Techné à l'Université de Poitiers. Merci, Carlos. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'Institut des Amériques, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Fondation ELAC et l'Agence française de développement pour la confiance et l'honneur qui m'a été fait de co-coordonner avec le professeur Kenan ce colloque autour des questions vives et d'actualité d'éducation, de numérique, de cohésion sociale et de politique publique. Je remercie également le Sénat pour l'accueil dans ce palais du Luxembourg chargé d'histoire qui nous accueille aujourd'hui. Mes pensées vont en particulier aux personnes qui ont contribué aux échanges en amont et qui participent à cette journée, en particulier Madame Barrera, Monsieur Batilesco, Monsieur Bonilla, Madame Bourzet, Monsieur Boyer, Madame Burgos-Vigna, Madame Chazot, Monsieur Chouraki, Madame Denis, Monsieur Dufour, Monsieur Saint-Jour, Monsieur Giraud, Monsieur Gégère et Monsieur Pacté. Enfin, je remercie Madame Aron, Madame Madjour, Madame Serafini, Madame Magnan et Monsieur Camargo pour leur professionnalisme dans l'organisation de ces journées. Merci à vous. Si cette proposition de coordination scientifique de ce colloque m'a particulièrement intéressée, c'est qu'elle permettait d'envisager des réflexions selon des regards croisés et des approches multiples. À titre personnel et scientifique, j'ai toujours défendu l'idée que la compréhension des dynamiques globales permettait de saisir des logiques locales de terrain, qu'ils les subissent ou qu'ils s'en saisissent. La mise en perspective des usages locaux des technologies éducatives, appréhendées simultanément dans leur contexte culturel spécifique, mais aussi au regard des mouvements du monde, permet certainement d'appréhender les évolutions des systèmes éducatifs plus finement, selon un va-et-vient entre local et global, pratique de terrain et politique publique. Par ailleurs, le numérique éducatif a ceci de particulier qu'il peut être abordé selon des approches multiples, comme un objet technologique, nécessitant innovation et infrastructures performantes, équitables et inclusives, et impliquant de fait des facteurs sociaux et économiques, comme un outil de massification et de démocratisation du savoir, en particulier dans une approche de rationalisation des moyens dans des contextes contraints, comme un vecteur d'apprentissage supposant un dialogue de fond entre disciplines des sciences humaines et sociales, mais aussi avec les sciences de l'ingénieur, et finalement comme un instrument d'évolution des systèmes d'éducation, de formation et de professionnalisation tels que voulus par les politiques nationales et internationales et qui, de fait, en dessinent aussi les contours.
C'est pour tenir compte de ces multiples aspects que nous avons élaboré avec Carlos et nos partenaires un programme autour de 4 tables rondes permettant chacune d'interroger le numérique éducatif selon un angle spécifique. Celui des politiques du numérique éducatif et des enjeux de coopération essentiels pour le développement durable de relations académiques entre nos 2 régions pour la première table ronde. Celui des enjeux économiques et technologiques, notamment dans le cadre de coopération, dans la 2e table ronde. La question de la réponse éducative à apporter à la digitalisation de la société, qu'il s'agisse d'un usage citoyen du numérique ou en réponse à l'évolution des métiers dans nos sociétés de l'information et de la communication pour la 3e table ronde. Et enfin, dans la dernière table ronde, la problématique cruciale de la réduction des fractures qui se joue à plusieurs niveaux et qui dépasse d'ailleurs largement la question de l'aspect de l'accessibilité aux technologies. Bien évidemment, au-delà de ces considérations générales, si la lumière est aujourd'hui portée sur cette thématique de la digitalisation de l'éducation et de la formation, et plus généralement sur la digitalisation de la société et des moyens d'y répondre en termes pédagogiques et éducatifs, la crise vécue lors du confinement n'y est certes pas étrangère. C'est d'ailleurs à partir de cette émergence massive de la formation à distance, que l'on pourrait peut-être dans certains cas qualifier de brutale, que la thématique du colloque 2022 a été retenue. Cette crise, qui a contraint au confinement et donc à une formation à distance contrainte et souvent improvisée, a fortement renforcé les inégalités, ce qui d'ailleurs a été souligné par les grandes organisations internationales telles que l'OCDE ou l'UNESCO, et dont rendra certainement compte notre conférencier invité, M. Sobita Will, directeur de la division pour les futurs de l'éducation et de l'innovation de l'UNESCO. Sa présence nous honore et son expertise permettra de lancer les débats à la lumière de son analyse de la situation vécue dans différents contextes. Enfin, nous nous engageons avec Carlos à dresser un bilan du colloque à partir de toutes ces approches diverses et complémentaires, dans une perspective, certes, intellectuelle, de tentative de compréhension des phénomènes en jeu dans la digitalisation de la formation, mais aussi avec la volonté de proposer des pistes concrètes pour imaginer collectivement un avenir éducatif et technologique plus radieux que certains pessimistes nous prédisent. Je vous remercie et je laisse la parole à mon collègue, le professeur Carlos Kenan. Merci, Émilie. Donc, sans plus tarder, je vais ajouter quelques mots à ce qui vient d'être dit. Je préfère être ici. Je pense qu'on a une vue plus complète de cette belle assemblée, finalement, que nous réunit aujourd'hui. Et je voudrais vous dire quelques mots de complément, puisque pour une inauguration, on a beaucoup dit, je crois. Il y a déjà beaucoup d'éléments de réflexion et d'analyse qui vont être approfondis. En premier lieu, en ma condition de vice-président de l'Institut des Amériques et de coordinateur de ce colloque, je voudrais bien sûr m'associer aux remerciements qui ont été déjà effectués, souligner combien j'ai eu de plaisir à travailler avec Émilie Reymond et ajouter juste un complément à ce remerciement. Et justement, je voudrais saluer la présence de Philippe Bastelica, coordinateur général, l'ambassadeur Bastelica de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France. En deuxième lieu, je pense qu'il est intéressant de souligner le fait qui a été déjà évoqué, à savoir que nous sommes justement aujourd'hui en train de commencer la 10e édition de ces rencontres, de ces séminaires organisés par l'Institut des Amériques, par la Fondation ELAC et auquel s'est associé, en premier lieu, comme co-organisateur, disons, ponctuel dans des séminaires, et puis comme co-organisateur permanent, l'Agence française du développement. Et bien entendu, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est une des institutions de tutelle de l'Institut des Amériques. Je pense que on pourrait même dire qu'en fait,
cet 10e anniversaire en revenant au présentiel, ce qui n'est pas une moindre chose, puisque nous avons tous, en même temps qu'on a utilisé le numérique pour effectuer les éditions précédentes, la 8e et la 9e, regretté justement cet aspect essentiel qui implique la présentialité en termes de contacts humains et d'échanges fructueux. En troisième lieu, je voudrais dire juste un mot sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que l'accélération de la digitalisation ou du numérique dans le contexte de la pandémie, dans tous les domaines, y compris l'éducation, c'est un thème fondamental. Et de la même manière que c'est fondamental que de réfléchir aujourd'hui à l'idée que dans un monde où ce qui apparaît à première vue, c'est une superposition des crises, souvent articulées, crise sanitaire qui engendre ensuite une crise économique et sociale globale, ensuite une crise, disons, militaire, la guerre, l'agression de la Russie à l'Ukraine, qui engendre une crise géopolitique, une crise énergétique et la perspective d'une crise alimentaire globale. Eh bien, dans ce monde-là, où ce qui apparaît en premier lieu, c'est cette superposition des crises, règne une grande incertitude. Mais une des certitudes que nous avons, c'est que pour en sortir, et non seulement à court terme, mais surtout dans une perspective de moyen et long terme, il faut miser sur l'éducation. Puisqu'il est indispensable, du point de vue de la perspective, n'est-ce pas, de la sortie durable, compte tenu de l'environnement, une sortie de crise soutenable aussi du point de vue des emplois. Et là, nous en parlerons sans doute, plein de choses doivent être faites pour mieux articuler justement l'éducation, la formation et l'emploi, aussi bien en Amérique latine qu'en Europe, mais probablement surtout en Amérique latine, où une des fragilités de la région pendant la pandémie a été le haut degré d'informalité caractérisant le marché du travail des pays latino-américains. Donc la thématique, beaucoup de choses ont été dites, je ne m'étends pas au-delà, mais je pense qu'il est important de souligner que l'éducation est un enjeu clé pour les années et les décennies à venir. Et puis, en quatrième et dernier lieu, je voudrais juste, en complément de tout ce qui a été dit et très bien dit par les intervenants précédents, insister sur le fait que nos rendez-vous annuels ici au Sénat, dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine en France, ont une particularité, une singularité qu'il faut toujours rappeler. C'est un moment de rencontre entre des spécialistes, d'experts, des académiciens, des gens du monde de la recherche et de l'enseignement, avec des praticiens, avec des décideurs, avec des policy makers. Donc c'est toujours quelque chose qui est policy-oriented et que, justement, dans le cas qui nous intéresse, et va être sans doute une dimension très riche de ces échanges que nous allons avoir, puisqu'on a déjà évoqué, il y a un certain nombre d'initiatives qui existaient précédemment, qui se sont renforcées, d'autres nouvelles qui sont apparues dans le contexte de la pandémie. Je voudrais par exemple citer que aux activités mentionnées par notre collègue du ministère des Affaires étrangères, concernant les relations entre la France et l'Amérique latine, il y en a d'autres. Par exemple, celle que l'on met en place à travers France Éducation Internationale pour promouvoir la formation technique et professionnelle. J'étais récemment dans une mission en Amérique centrale à ce sujet sur l'importance du renforcement du capital humain dans les secteurs économiques ayant une perspective d'avenir pour une sortie de crise, disons, soutenable dans le pays de cette sous-région de l'Amérique latine. Mais il y a aussi bien évidemment une réflexion et des propositions qui sont en cours à d'autres niveaux, par exemple l'enseignement supérieur et la conférence mondiale sur l'enseignement supérieur de l'UNESCO qui a eu lieu récemment, il y a quelques semaines, à peine 2 semaines, à Barcelone. Eh bien, ça a été justement la manifestation de cette inquiétude et cette préoccupation pour relancer la dynamique de l'enseignement supérieur, affectée aussi, comme d'autres niveaux de l'éducation, par ces fermetures, par ces interruptions qu'on a eues en termes de présentialité, même si on a essayé de mettre en place la continuité pédagogique en conditions de pandémie. Ceci a été toujours difficile à mettre en place. Eh bien, là, entre autres, nous avons participé
en tant qu'Institut des Amériques, au sein de du FAP, hein, du Forum académique permanent Union européenne-Amérique latine, dans des réunions, en side event en particulier, sur la relance de la perspective de la construction d'un espace euro-latino-américain et caribéen d'enseignement supérieur, paradoxalement rendu plus favorable cette relance par le fait que le numérique s'est développé et que maintenant on a les conditions pratiques et technologiques pour mettre en place des cours à distance, etc., toujours avec, bien sûr, un dosage avec la présentialité. Et parmi les différentes actions que nous allons sans doute évoquer, je mentionne une seule au passage pour saluer l'ami Saulo Neivia. L'Agence universitaire de la francophonie est très active dans cette dynamique-là de développement d'une sortie de crise où l'éducation sera centrale pour qu'on puisse faire face aux défis que nous affrontons, que nous avons en ce moment. Et bien évidemment, dans tout ça, l'UNESCO sera un acteur fondamental. J'ai mentionné la conférence de Barcelone, il y en a d'autres rendez-vous à venir. Et de cette manière-là, je pense qu'on pourra contribuer avec une action de plus en plus soutenue de l'UNESCO, qui est peut-être à un moment crucial de son évolution. On pourrait peut-être dire qu'on n'a jamais eu des défis aussi importants relevés du point de vue de l'éducation, du point de vue à partir de la création de l'UNESCO. Donc, on va justement donner une place de choix dans ces réflexions à l'UNESCO et nous allons, j'en termine là, justement le plaisir d'écouter, disons, les analyses de l'UNESCO et l'intervention de Sobi Tawil, qui est directeur de perspective de recherche à l'UNESCO, qui nous parlera justement des orientations et des propositions que cette organisation internationale élabore et propose pour renforcer l'éducation dans ce contexte actuel où le numérique, la cohésion sociale et les politiques publiques sont confrontés à des défis majeurs. Merci. Merci beaucoup.